Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Emmanuel, je suis le directeur scientifique de l'Observatoire de la sécurité des flux et des matières énergétiques, appelé également OSFME. Et donc, c'est avec un grand plaisir que nous vous accueillons pour la restitution de ce 17e rapport. Alors, l'OSFME est coordonné par l'IRIS en consortium avec nos partenaires Cassini et Enerdata dans le cadre d'un contrat avec la DGRIS du ministère des Armées. Il est coordonné par l'IRIS et rassemble une équipe d'une vingtaine de chercheurs et professionnels. Alors, ce webinaire est enregistré et sera disponible d'ici une quinzaine de jours. Alors, au travers de différentes études trimestrielles, de séminaires, de travaux cartographiques, l'objectif principal de cet observatoire consiste à analyser les stratégies énergétiques des trois acteurs déterminants, la Chine, les États-Unis et la Russie. Et le consortium vise également à proposer une vision géopolitique des enjeux énergétiques en lien avec les enjeux de la défense et de la sécurité, de croiser les approches géopolitiques, de s'appuyer sur la complémentarité des outils, notamment cartographiques, et de réunir différents réseaux, notamment académiques et des experts. Alors aujourd'hui, nous sommes réunis pour le rapport qui est intitulé « Guerre russo-ukrainienne, la région de la mer Noire au cœur de la reconfiguration des flux énergétiques ». Alors ce rapport a été rédigé et cartographié par Noémie Rebière. Noémie, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en géopolitique, vous êtes chercheuse associée à l'IRIS, spécialiste des enjeux énergétiques dans le domaine de la défense et de la sécurité. Et au cours de vos recherches, vous vous êtes spécialisée sur les questions de sécurité énergétique en Turquie, dans les régions méditerranéennes, au Moyen-Orient et en Asie centrale. En ligne, David Amselem, bonjour. Bonjour. Qui est cartographe, docteur en géopolitique et cofondateur du cabinet Cassini Conseil. Il est spécialisé dans les enjeux énergétiques au Proche et au Moyen-Orient. Et à ma gauche, Sami Ramdani. Sami, bonjour. Sami est chercheur à l'IRIS, spécialisé en géopolitique de l'énergie et des matières premières à l'IRIS. Et ses travaux portent principalement sur les dynamiques géopolitiques de l'approvisionnement gazier européen. Alors, cet après-midi, une très belle complémentarité pour ce rapport. Pour mettre en perspective, l'invasion militaire de l'Ukraine par l'armée russe le 24 février 2022 constitue un tournant géopolitique pour l'Europe. Une guerre ouverte a eu lieu sur le continent européen avec d'un côté la Russie et de l'autre l'Ukraine, soutenue militairement et financièrement par l'Union européenne et l'organisation du traité nord-atlantique. En réaction à cette agression militaire, l'UE a annoncé la mise en place de sanctions économiques contre la Russie afin d'entraver l'effort de guerre russe. Et les sanctions occidentales se veulent historiques. En réponse aux sanctions occidentales, Moscou met en place des contre-sanctions touchant notamment le secteur gazier européen. Cependant, malgré les sanctions européennes et russes, de nombreux échanges se poursuivent, le plus souvent aux frontières de la légalité. Qu'il s'agisse des flottes fantômes pour exporter le pétrole russe, ou du développement de nouveaux itinéraires transitant par des pays qui ne sont pas soumis aux sanctions occidentales, la Russie exploite les failles législatives du système de sanctions et continue d'exporter des matières premières vers les pays européens et d'importer des marchandises et des biens à double usage en provenance des pays de l'UE. Ainsi, cette guerre économique russo-européenne engendre une reconfiguration des flux énergétiques et commerciaux vers l'UE et depuis la Russie. Et c'est cette reconfiguration que nous vous proposons d'étudier cet après-midi. Je vais laisser la parole à Noémie, à Sami et à David. Noémie ? Merci Emmanuel. Bonjour à tous. Alors, je vous partage mon écran pour avoir des illustrations sous les yeux. Est-ce que ça fonctionne bien ? Voilà. Alors, merci Emmanuel pour cette introduction. Je vais redire quelques mots sans reprendre tout ce que tu as dit. Tout d'abord, c'est donc un rapport qui émane d'une demande de la DGRIS, donc de la Direction Générale des Relations Internationales et Stratégiques. Il s'agissait de faire un point sur l'évolution des flux énergétiques vers l'Union européenne depuis le début de la guerre en Ukraine. Il s'agissait donc d'analyser l'impact des sanctions mises en place depuis 2 ans. Nous avons fait le choix de se concentrer sur la région de la mer Noire, qui se trouve géographiquement et géopolitiquement au cœur de ces enjeux. Et également, nous allons regarder très spécifiquement les sanctions qui concernent le secteur énergétique. Ce qu'on va chercher à démontrer dans ce rapport, c'est comment, malgré les sanctions,
à la fois européenne et russe, parce qu'on en a des deux côtés, comment ces échanges se poursuivent. Emmanuel l'a dit, elles sont le plus souvent aux frontières de la légalité et elles vont concerner l'ensemble des acteurs, à la fois la Russie et l'Union européenne, mais également tous les pays du pourtour de la mer Noire et notamment la Turquie. Alors, cette situation de sanctions et de contre-sanctions, que l'on qualifiera ici de guerre économique, engendre donc une reconfiguration des flux. Comme Emmanuel l'a dit, des flux énergétiques vers l'UE et depuis la Russie. Donc on distingue deux grands volets. Tout d'abord, et on le verra dans la première partie, les flux vers l'Union européenne qui constituent en fait une diversification, qui est un processus engagé depuis le début des années 2000, qui va permettre de remplacer une grande partie des flux énergétiques russes vers l'Europe. Et la deuxième partie, donc le deuxième volet de cette reconfiguration, ça va être depuis la Russie, avec la mise en place de solutions, donc notamment la fameuse flotte fantôme, et de routes alternatives pour exporter des matières premières russes qui sont blanchies. Donc cela engendre également un repositionnement de certains acteurs régionaux, et au premier chef la Turquie, qui tient, nous le verrons, une place bien particulière dans l'ensemble de cette reconfiguration, mais aussi les anciennes républiques soviétiques du Caucase et d'Asie centrale. Alors, il y a un sujet, enfin, ces enjeux relatifs à la reconfiguration sont illustrés tout au long de ce rapport par des cartes qui sont donc réalisées par David Amsellem et le cabinet Cassini. Donc nous verrons ces flux à travers les différentes cartes. Je vous ai parlé de la première partie, de la deuxième, et la troisième partie du rapport, elle va se concentrer sur l'espace maritime de la mer Noire. Donc on a cette carte qui illustre cet espace géopolitique, qui va connaître une militarisation sans précédent. Au sein de cet espace, il y a depuis plusieurs décennies l'exploitation de ressources gazières offshore qui ont été découvertes au large de l'Ukraine, de la Bulgarie, de la Roumanie et de la Turquie, et qui vont être sujettes à un niveau de risque élevé. Dans cette partie, on le verra tout à la fin de la présentation, on a fait un exercice qui était particulièrement intéressant, qui était de reprendre la méthodologie qui a été développée dans le rapport précédent, donc le rapport intitulé « Analyse de risque des infrastructures énergétiques offshore européennes ». Et donc, voilà, c'est quelque chose sur lequel on reviendra et qui était un exercice tout à fait intéressant. Il y a un point à souligner sur la question de ces ressources offshore, ça a été la difficulté d'avoir accès à des données tant qualitatives que qualitatives, notamment pour les ressources au large de l'Ukraine, mais également pour celles de la Turquie et dans une moindre mesure, celles de la Bulgarie et de la Roumanie. Sur ce point de la difficulté de l'accès aux données, je vais laisser la parole à David pour nous parler un petit peu des difficultés qu'il a eues à propos justement de la mise en place de ces cartographies. Merci Noémie. Alors effectivement, nous, on a réalisé une série de cartes pour ce rapport et donc Noémie va s'en servir pour illustrer son propos. Mais ce qui est intéressant de rappeler, ça pose à mon avis le contexte de ce rapport et de cette étude, c'est la difficulté qu'on a eue à trouver des sources d'informations fiables. On a l'habitude, quand on fait de la cartographie, de faire travailler plusieurs cartographes chez nous, plusieurs analystes. Et on a fait le choix de les faire travailler séparément. Et ce qui était tout à fait intéressant et assez inédit d'ailleurs dans le cadre de cet observatoire, c'est que les chercheurs entre eux ont produit des cartographies qui étaient un peu différentes sur les données, sur la localisation de certains gisements, sur le tracé de certaines frontières. Et c'est quelque chose qu'on voit assez rarement quand on fait de la carto, parce qu'on a l'habitude de récupérer de la data et de la consolider. Et il y a plusieurs raisons selon nous qui nous ont un peu mis dans ce brouillard d'informations. C'est d'une part, et c'est important de le rappeler, cette mer Noire est aujourd'hui au cœur de rivalités géopolitiques extrêmement fortes entre la Russie et l'Ukraine. C'est ce que montre cette carte, la première carte qu'on vous présente, c'est qu'aujourd'hui, cet espace maritime est revendiqué, contesté, contrôlé par des puissances qui, a priori, n'ont pas de souveraineté dessus. Donc, c'est la Russie qui déborde sur la zone économique exclusive de l'Ukraine, d'abord en Crimée, puis au-delà de la Crimée désormais. Et donc, en fait, cette situation-là va verrouiller les informations. Et d'ailleurs, on le verra sur d'autres cartes, j'en dis pas plus, mais sur d'autres cartes où il a fallu localiser les gisements avec précision,
comme on est sur de l'information ultra stratégique, il a été très difficile pour nos analystes et nos cartographes de localiser précisément les gisements, d'autant que certains se situent en fait à la frontière entre la ZE de la Crimée et du reste de l'Ukraine. Donc en fait, on est dans des situations qui sont assez complexes. Donc on a essayé de faire des cartes en fait à deux niveaux de lecture. La première, celle que vous voyez, c'est vraiment une cartographie pour montrer l'intensité des conflits et des rivalités géopolitiques. Et puis, de manière très ponctuelle, il y a un deuxième temps de la carte. C'est à peu près la même chose sur toutes les cartes où, quand on y passe un peu plus de temps, on essaie d'expliquer avec des cartes directement, avec du texte, pardon, directement dans la carte, des éléments un peu plus précis. Donc ça, c'est la première grande difficulté sur la data, c'est le contexte géopolitique. Et puis aussi, et ça c'est quelque chose qui est un peu plus courant qu'on a croisé dans d'autres situations, c'est qu'il y a certains acteurs comme la Turquie qui bidonnent un peu leurs chiffres. Et on le verra, ça a complètement faussé notre vision des enjeux et des volumes de gaz en mer Noire, mais vous le verrez dans d'autres cartes. Donc c'est quand même un point d'attention et de vigilance qu'il faut avoir. On a eu, nous, des difficultés à avoir de l'information fiable à 100% sur certaines informations. Merci beaucoup, David. Alors, je vais passer à la première partie de ce rapport, dont le titre s'intitule L'après 2022, réorientation des flux énergétiques vers l'Europe. Je vais passer très rapidement sur la première sous-partie, qui est en fait une remise, qui est une mise à plat du contexte géopolitique et énergétique avant 2022, pour rappeler un petit peu les fondements au niveau géopolitique et énergétique de cette région. Donc, comme on le sait, la mer Noire constitue une zone historique de confrontation géopolitique, David l'a dit, entre la Russie et l'OTAN et l'Union européenne, qui arrive comme acteur en 2007 avec l'adhésion de la Roumanie et de la Bulgarie au sein de l'Union européenne, et bien évidemment de la Turquie, qui est membre de l'OTAN, et qui va tenir, nous le verrons tout au long du rapport, une place bien spécifique, et notamment parce qu'elle contrôle les détroits du Bosphore et des Dardanelles, qui est l'unique porte de sortie maritime pour la Russie et pour les acteurs du pourtour de la mer Noire vers la mer Méditerranée et donc vers le commerce mondial, donc vers tous les ports européens, méditerranéens de l'Europe, d'Afrique du Nord, et également vers le passage du canal de Suez et donc vers l'Asie et donc vers le commerce mondial. Voilà cette position géographique et géopolitique extrêmement importante de la mer Noire, qui, vous irez voir le rapport pour avoir un peu plus de contexte, mais je passe rapidement parce qu'on a plein de choses très intéressantes et un peu moins connues à dire. Sur le plan énergétique également, la mer Noire est une zone pivot. C'est pas nouveau, c'est depuis le début des années 70, après les chocs pétroliers, la Russie devient le grand partenaire énergétique de l'Union européenne, à l'époque de la communauté européenne, et va construire tout un ensemble d'infrastructures qui maillent l'ensemble du territoire eurasiatique vers l'Europe. Donc on a cette première phase des années 70, puis on a une accélération à partir des années 2000 où on va retrouver deux grandes phases de construction de pipeline. D'abord entre 2000 et 2010, lorsque les gisements en Caspienne sont enfin accessibles après la chute de l'URSS, où on va avoir la construction du Bakout-Tbilissi-Djehan qui est emblématique puisqu'on va aller chercher le pétrole d'Azerbaïdjan pour l'acheminer jusqu'en Méditerranée par la Turquie et donc vers les marchés internationaux. Donc on a un premier désenclavement des ressources du Caucase entre 2000 et 2010 avec la construction donc du Bakout-Tbilissi-Djehan et du Bakout-Tbilissi-Erzurum qui sont deux pipelines qui transitent par la Turquie. À ce moment-là, la Russie a également besoin de diversifier ses sources et va construire le Blue Stream. Et c'est le début du partenariat énergétique qui se consolide au fil des années entre la Turquie et la Russie. On a une deuxième phase de construction de pipeline entre 2010 et 2020, donc c'est après les premières crises ukrainiennes de 2006-2009 et également l'annexion de la Crimée en 2014, où l'Union européenne va prendre conscience des enjeux de sécurité énergétique et donc on va construire le corridor sud-européen qui va également chercher son gaz en Azerbaïdjan pour l'acheminer via la Turquie vers l'Europe. La Russie également va construire un nouveau pipeline qui est le Turk Stream et elle cherche à ce moment-là à contourner l'Ukraine avec qui les relations se tendent dès le début des années 2000.
Ce qui est à retenir sur cette phase de construction de pipeline dans la région de la mer Noire, c'est que depuis le début des années 2000, on assiste à un déplacement du transit gazier depuis le territoire ukrainien. Il faut savoir qu'avant 2020-2021, l'Ukraine représentait entre 60 et 70% du transit de gaz russe vers l'Europe. Ça va diminuer drastiquement par la suite, et donc on va assister à un déplacement de ce transit vers le territoire turc. Cela est une conséquence de la montée des tensions entre la Russie et l'Ukraine, et également de la dégradation des relations entre la Russie et le bloc occidental. Je vais maintenant passer à la deuxième sous-partie qui concerne la stratégie énergétique européenne qui a été mise en place en réponse à l'invasion de l'Ukraine. Alors, pour l'Union européenne, c'est une dynamique qui existe depuis le début des années 2000, mais il faut comprendre qu'il cherche à diversifier les sources d'approvisionnement et également les moyens. C'est-à-dire qu'on ne va plus utiliser uniquement des pipelines terrestres, mais du gaz naturel liquéfié et donc des voies maritimes. Avant 2022, voilà, je vais commenter ce graphique qui est très intéressant. Avant 2022, la Russie est le premier fournisseur énergétique de l'Union européenne, avec 45% d'approvisionnement en gaz, 27% pour le pétrole et 46% pour le charbon. Donc là, les données que je viens de vous donner, c'est pour l'année 2021. Un chiffre qui représente bien les enjeux, le total de ces exportations de la Russie vers l'Union européenne représente environ 300 milliards d'euros. Et donc, c'est la principale source de revenus pour la Russie. L'objet, avec la mise en place de sanctions à partir du début de la guerre en Ukraine, pour l'Union européenne et pour les pays occidentaux, c'est bien de porter atteinte à l'effort de guerre russe. L'Union européenne se donne comme objectif de diminuer drastiquement les importations énergétiques en provenance de la Russie dès l'année 2022, avec l'objectif d'un arrêt total des importations des hydrocarbures en 2027. Les sanctions, c'est particulièrement intéressant parce qu'elles concernent le pétrole et le charbon par voie maritime, donc les exportations par voie maritime de pétrole et de charbon. Mais elles ne concernent pas le gaz. L'Union européenne et les pays occidentaux ne mettent pas le gaz sous sanction. C'est la Russie qui va peu à peu diminuer ses exportations vers l'Union européenne jusqu'à mettre des sanctions sur le secteur gazier européen. Donc, ce qu'on voit en termes d'évolution des importations, si je commente ce graphique, ce qu'on va voir, c'est la disparition des voies d'approvisionnement depuis la Russie vers l'Europe, qui sont celles du Nord Stream, qui a explosé, enfin, qui a été attaqué en 2021. 26 septembre 2022. 26 septembre 2022, j'ai demandé à l'expert. Donc avec la disparition du Nord Stream, avec l'arrêt total des exportations via le pipeline Yamal, qui passe par la Biélorussie et la Pologne, une réduction importante du transit par l'Ukraine, même s'il reste un petit peu, on le voit, il est en marron, il reste jusqu'en octobre 2023, il est encore actuellement en fonctionnement. Et ce qui va aller remplacer cette diminution des importations du gaz russe, ça va être l'augmentation du GNL américain, qui est illustré en bleu foncé. On a également une augmentation des parts du GNL qui vient d'autres pays, donc c'est le bleu clair. Et ce à quoi on assiste également, qui est un peu moins visible, mais c'est notable, et notamment pour le sujet qui nous concerne, c'est l'augmentation du gaz en provenance d'Azerbaïdjan. Donc c'est le vert foncé qui est tout petit en janvier 2021 et qui finalement va quasiment doubler en janvier 2023. On a également une augmentation, alors qui est très peu visible parce que les couleurs se confondent, mais du GNL russe, c'est-à-dire qu'on arrête en partie d'importer par pipeline, mais on augmente la part d'augmentation des importations par GNL. Donc ça, voilà, c'est un point particulièrement intéressant qui est à soulever. Concernant le pétrole, donc là on ne le voit pas sur ce graphique, je vous remets le plan, les sanctions de l'UE entrent en vigueur pour le pétrole brut en décembre 2022 et pour le pétrole raffiné en février 2023. On va avoir une réduction très importante d'environ 90% entre 2019 et 2023. Je vous donne quelques chiffres. Donc, les importations de pétrole et de produits raffinés ont officiellement, on le verra par ailleurs parce que la question des chiffres officiels est extrêmement importante, on va passer d'une moyenne mensuelle entre 2019 et 2022 de 15,2 millions de tonnes de pétrole à 1,4 million de tonnes de pétrole en 2023.
Donc on a une baisse de 90% environ. Cela est remplacé par des importations de pétrole en provenance de la Norvège, du Kazakhstan, des États-Unis, etc. L'autre pendant de la stratégie européenne, c'est la décarbonation. C'est dans le cadre de la politique du pacte vert européen, donc l'objectif de neutralité carbone en 2050, c'est donc de décarboner, de réduire les consommations énergétiques et d'électrifier pour sortir des fossiles. Donc il y a la mise en place du plan Repower EU qui consiste à diversifier, mais on vient de le voir dans la partie précédente, et également à réaliser des économies d'énergie avec la mise en place de plans de sobriété qui permettent donc des économies très importantes à l'hiver 2022-2023, et également une accélération des énergies renouvelables, où on peut noter qu'en 2022, la part des énergies renouvelables dans la production électrique européenne va dépasser les 40%, et pour la première fois, elle dépasse la part des fossiles qui, elle, s'élève à 38,6% et qui représente le gaz et le charbon. Là-dessus, voilà, ça c'est des sujets qui sont relativement connus. Je vais faire un petit focus qui est un projet très intéressant et qui est lié à cette volonté de l'Union européenne d'électrifier. C'est le projet de câble électrique offshore en mer Noire. Alors, on verra la carte plus tard. C'est le projet de câble électrique offshore en mer Noire qui est lancé en décembre 2022 en Roumanie, et qui a pour projet de relier l'Azerbaïdjan à la Hongrie en passant par la Géorgie et la Roumanie, et donc d'avoir une partie importante immergée sous la mer Noire. L'objectif, c'est d'exporter de l'électricité verte qui serait produite à partir d'énergies renouvelables dans le Caucase, donc en Géorgie et en Azerbaïdjan. C'est le plus long câble sous-marin au monde. Alors, il n'est pas encore construit, tout ça est en projet, mais s'il était construit, ce serait le plus long. Il ferait 1195 km de long, dont 1100 km émergés, avec en doublon un câble de télécommunication qui devrait donc suivre ce trajet. Il y a de nombreux freins identifiés bien évidemment. Ce seraient des freins techniques, géopolitiques et économiques, mais ce câble porte une valeur symbolique importante et permet aux pays concernés, donc l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Hongrie et la Roumanie, d'attirer des financements européens, parce qu'il y a un point important à soulever, c'est que les projets d'intérêt commun, qui sont les projets soutenus par l'Union européenne financièrement et politiquement, ne sont désormais plus éligibles aux projets fossiles. Donc là, on a un projet qui est un projet électrique. J'arrête là sur ce projet et je vais passer à la troisième partie de cette première partie, qui concerne le corridor du milieu. Donc, on parlait de diversification des routes et de développement de routes alternatives pour pouvoir acheminer des matières premières et de l'énergie vers l'Europe. Ce corridor du milieu, c'est un projet centra-asiatique de transport multimodal, c'est-à-dire qui concerne le ferroviaire, le maritime et les infrastructures routières, afin de contourner les réseaux russes. C'est vraiment l'objet de ce grand projet. Il est lancé en 2014, donc cette date n'est pas anodine, hein, c'est la date de l'annexion de la Crimée par la Russie, et c'est à l'origine une alliance entre entreprises ferroviaires et maritimes, entre l'Azerbaïdjan, la Géorgie et le Kazakhstan. Donc ces pays qui sont au pourtour de la mer Caspienne et qui sont complètement enclavés dans le continent eurasiatique. Ce projet va prendre de l'ampleur en 2022 avec le début de la guerre en Ukraine. Et l'objectif défini va être celui de développer un corridor de transport pour acheminer les matières premières et les biens de consommation depuis la Chine jusqu'à l'Union européenne. Il s'agit donc de désenclaver les pays d'Asie centrale qui sont particulièrement riches en hydrocarbures et en minerais. Ces pays, c'est quelque chose d'extrêmement important à avoir en tête, ils sont tributaires des réseaux de transport de l'ère soviétique. Donc, quand les pays d'Asie centrale veulent exporter des matières premières ou des biens de consommation vers l'Europe, ils transitent nécessairement par la Russie. La mise sous sanction de celle-ci va pousser les pays d'Asie centrale à diversifier leurs routes d'exportation vers l'Europe, mais également vers la Chine. Quelques chiffres pour illustrer ce propos. Le volume des échanges commerciaux entre les pays d'Asie centrale et l'Europe a particulièrement augmenté depuis le début de la crise ukrainienne, de la guerre en Ukraine. Pour l'année 2022, le volume de marchandises a été multiplié par 2,5 et a atteint 1,5 million de tonnes. Pour 2024, l'objectif est fixé à 4 millions de tonnes et selon les parties prenantes, il pourrait
le volume d'échange pourrait atteindre 10 millions de tonnes à moyen terme. Or, la Géorgie, le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan n'ont à ce jour pas les capacités suffisantes pour permettre le transit de volumes très importants. Donc, il s'agit d'investir massivement dans les infrastructures, parce qu'aujourd'hui, les ports sont encore sous-dimensionnés, les capacités de stockage également, et il y a des problèmes d'harmonisation douanière. Donc voilà, le projet de ce corridor du milieu, c'est d'investir massivement dans les infrastructures pour les moderniser, les agrandir, et également, il y a tout un enjeu d'accords douaniers à faire entre les États pour faciliter le transit. Nous verrons dans la partie suivante que le développement de ces routes alternatives va également permettre à la Russie d'exporter des matières premières vers l'Union européenne en contournant les sanctions. Alors, il les exporte via les réseaux soviétiques vers ces pays d'Asie centrale, et les républiques soviétiques, qui ne sont, elles, pas soumises aux sanctions et n'ont d'ailleurs aucune obligation légale, vont pouvoir réexporter ces marchandises, notamment vers la Turquie et la Géorgie, qui, elles, ont accès à la mer Noire, et la Turquie représente un pont géographique vers l'Europe. Il y a l'exemple de l'uranium qui est intéressant, qui est provenance du Kazakhstan, commence à être exporté via cette route, sachant que l'uranium, que le secteur du nucléaire au sens large n'est pas soumis aux sanctions, et qu'on a une très forte dépendance de l'Union européenne à la Russie sur l'ensemble du cycle de combustible. Et là-dessus, je vous renvoie au rapport, alors je ne sais plus lequel, je n'ai plus son titre exact, mais qui a été réalisé par Teva Meyer sur la Russie et le cycle du combustible et la dépendance à l'Union européenne, qui développe tout ça extrêmement bien et qui est extrêmement riche. Je vais maintenant passer à la deuxième partie, qui est celle en réponse, la stratégie russe de contournement des sanctions. Donc, un des acteurs majeurs, on en parle depuis le début, c'est la Russie, bien sûr la Russie, mais la Turquie, qui se trouve à l'épicentre de la reconfiguration de ces flux énergétiques. Alors, on assiste à un renforcement de la position géostratégique de la Turquie dans le domaine énergétique. Donc on se concentre là-dessus aujourd'hui, mais pas que, bien sûr. Il y a aussi un renforcement de sa position sur la scène régionale et internationale, et également un positionnement, notamment un petit peu de modérateur entre la Russie et l'Ukraine, parce que la Turquie dialogue avec les deux parties. Je reviens aux enjeux énergétiques. Pour l'année 2022, les exportations russes vers la Turquie ont connu une hausse exceptionnelle. Donc elles prennent en compte l'ensemble des biens de consommation, mais ces exportations sont d'abord tirées par le secteur énergétique. Elles augmentent pour l'année 2022 seulement de 103% par rapport à 2021. Ce renforcement de cette position pour la Turquie va confirmer des grandes tendances qui se dégagent depuis le début des années 2000, à savoir cette position et cette volonté politique très forte de la part du gouvernement turc de se positionner comme hub énergétique régional. Également ce statut de partenaire clé pour l'Union européenne, qui est, la Turquie représente bien évidemment un lieu de passage de l'énergie et est un partenaire au niveau énergétique depuis très longtemps. D'ailleurs, en témoigne le projet du Service européen d'action extérieure de rétablir des dialogues de haut niveau qui ont été suspendus en 2019 suite à la crise entre la Grèce et la Turquie en Méditerranée orientale. Et donc, là, l'idée à ce jour, c'est de rétablir un dialogue de haut niveau sur l'ensemble des sujets stratégiques, énergétiques, migratoires, économiques, etc. Les grandes tendances qui se dégagent depuis le début des années 2000 et qui se consolident, c'est celle du partenariat stratégique entre la Russie et la Turquie dans le domaine énergétique, et qui va concerner tous les secteurs, le pétrole, le gaz, le nucléaire, le charbon. Donc la guerre en Ukraine va permettre à la Turquie de se positionner comme intermédiaire privilégié pour la Russie et pour l'Union européenne, nous le verrons, pour contourner le régime de sanctions. Donc le rôle de la Turquie dans le contournement des sanctions. Les enjeux, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les enjeux majeurs pour la Russie, c'est bien de continuer à exporter sa production d'hydrocarbures et à importer des biens à double usage produits par l'Union européenne, qui sont nécessaires à son industrie de défense.
La Turquie, avec cette position particulière, donc se pose en intermédiaire privilégié pour toutes les parties. Je rappelle qu'elle est membre de l'Union douanière de l'Union européenne, donc elle n'a pas de droit d'importation depuis l'Union européenne. Et ce qui facilite aussi cette position d'intermédiaire, c'est qu'elle n'a pas ratifié le régime de sanctions et donc, comme les pays d'Asie centrale, n'a aucune obligation légale. Donc l'embargo, on va d'abord faire un focus sur les enjeux pétroliers et on va en venir à cette question de la flotte fantôme qui a déjà été évoquée plusieurs fois. L'embargo pétrolier occidental concerne les 2/3 des exportations pétrolières russes. Alors, elle plafonne le prix du baril russe à $60. Ces sanctions interdisent les entreprises de l'Union européenne, du G7 et de l'Australie d'assurer les services liés au transport maritime qui sont le négoce, le fret, l'assurance et tous les services liés aux armateurs. En réalité, le système de contournement des sanctions que la Russie va mettre en place lui permet d'exporter la quasi-totalité de sa production pétrolière en échappant quasiment à tout contrôle. La Turquie, avec son contrôle des détroits du Bosphore et des Dardanelles et sa position géostratégique de carrefour, mais également de l'ensemble des infrastructures de raffinage dont elle dispose sur son territoire, va jouer un rôle clé dans le blanchiment du pétrole russe pour le réexporter vers le marché mondial. Il faut noter, comme tout à l'heure l'a souligné David et comme on l'a évoqué dans l'introduction, qu'il est très difficile d'identifier précisément les volumes réels de pétrole russe qui transitent chaque jour par ces détroits. Je reviens ici sur la cartographie, la première qu'on a vue, où on voit avec la flèche, la double flèche grise, le trajet du pétrole russe qui va justement partir des ports, des terminaux pétroliers russes pour se diriger vers les détroits et ensuite vers le marché mondial. Donc là, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est cette flotte fantôme et comment cela fonctionne. Alors, la définition de la flotte fantôme est la suivante. Ce sont des navires commerciaux qui n'utilisent pas d'assurance, de protection et d'indemnisation, qui sont des obligations légales dans tout le commerce maritime. Ces navires commerciaux, la propriété est extrêmement difficile à déterminer car les origines sont particulièrement floues quant aux sociétés mères et quant aux intermédiaires qui entourent l'ensemble de cette flotte. Cette flotte se divise en 2 grandes catégories, ce qu'on appelle la flotte grise, la Grey Fleet in English, et la flotte sombre qui s'appelle la Dark Fleet en anglais. Alors la flotte grise, c'est un phénomène nouveau qui n'a jamais été identifié avant le début de la guerre en Ukraine. Il s'agit de sociétés qui ont été créées pour masquer l'origine des navires et donc, bien évidemment, pour contourner les sanctions. Donc, il y a plein de sociétés écrans qui vont se créer et qui vont aller acheter des navires et les mettre, et les faire naviguer. Elles se composent d'environ 900 navires et cela transporterait environ 2,6 millions de barils par jour. La flotte sombre, c'est une autre catégorie de navires. Ceux-là sont le plus souvent en mauvais état, ils sont souvent défectueux et anciens, et ils vont se rendre invisibles à l'entrée et la sortie des détroits en désactivant leur système d'identification automatique, donc l'AIS, qui n'est pas une obligation, qui n'est pas une obligation qui est extrêmement suivie. Donc les navires ont la possibilité de désactiver leur système d'identification, qui est l'équivalent d'un GPS. Et donc voilà, il me reste 10 minutes pour l'ensemble. D'accord, je vais accélérer. Alors on a donc ces bateaux qui se diluent et qui donc deviennent cette flotte fantôme et qui sont en capacité de faire des transbordements en mer et donc de transporter massivement du pétrole tout en cachant l'origine. Donc c'est bien le principe du blanchiment de pétrole et donc la Turquie avec ses détroits va tenir un rôle extrêmement important. On va trouver le même principe pour le gaz, où on va avoir exactement sur le même système, sur le territoire turc, un blanchiment des ressources en gaz qui arrivent sur le territoire, car la Turquie constitue la première porte d'entrée vers les marchés européens avec l'ensemble, donc là je vais aller à la carte qui nous représente tous ces enjeux, la Turquie donc vont converger vers ce territoire énormément de pipelines et de gazoducs de différentes origines,
qui permettent donc de blanchir du gaz russe quand le gaz russe arrive sur le territoire turc et que la Turquie va le réexporter vers d'autres pays. Ils vont pouvoir en blanchir l'origine. Donc elle tient un rôle tout particulièrement important. Il y a la question du hub turc où la Russie a souhaité, a fait plusieurs annonces disant à la Turquie qu'elle souhaitait s'associer au développement de ce hub turc. Aujourd'hui, on ne sait pas exactement où en sont les développements entre les deux pays, mais il se trouve que la Turquie se pose de fait comme une plateforme d'échange vers l'Europe. Là-dessus, je vais laisser la parole à Sami pour nous parler justement de cette question de hub et de l'accord entre BOTAŞ, l'entreprise nationale turque, et la Bulgarie, qui va justement permettre de blanchir le gaz en provenance de Russie. Merci Noémie. Alors, comme tu viens de l'expliquer, la constitution d'un hub gazier en Turquie a été annoncée, mais semble un projet difficile à mettre en place du fait de la position monopolistique de BOTAŞ en Turquie et de la même chose du côté de Gazprom en Russie. Par contre, le tour de passe-passe visant à blanchir le gaz russe en le faisant passer pour du gaz venant d'ailleurs en Turquie pourrait passer par cet accord entre l'entreprise d'État bulgare Bulgargaz et l'entreprise d'État turque BOTAŞ. Et donc c'est ce que je vais vous expliquer ici. Est-ce que tu peux me mettre la carte du GRT ukrainien? Merci beaucoup. Alors en 2016 a été initié un projet de corridor vertical dans les Balkans qui vise à relier la Grèce aux pays d'Europe centrale et orientale, afin de permettre à ceux-ci de diminuer leur dépendance au gaz russe. Et donc on voit en Grèce beaucoup de gaz de sources différentes qui peuvent arriver, notamment le gaz de la Caspienne qui arrive donc par le corridor sud, le TAP qui passe par la Turquie, mais aussi du GNL qui arrive par les terminaux de Revitusa et le tout nouveau terminal d'Alexandroupolis. Et donc cet axe de diversification des approvisionnements régionaux, il gagne en importance stratégique alors que la continuité du transit ukrainien semble compromise à l'issue de 2024, donc au moment où l'accord de transit est censé s'arrêter et les Ukrainiens ne souhaitent pas le renouveler. Cependant, une autre initiative, le Solidarity Ring, se superpose au tracé du corridor vertical. Donc vous avez le Solidarity Ring en orange ici et le corridor vertical en bleu sur la carte. La différence entre ces deux projets, c'est le point d'entrée. Le point d'entrée du Solidarity Ring se situe à la frontière turco-bulgare, alors que celui du corridor vertical se situe à la frontière gréco-bulgare. Et cette initiative, notamment donc celle du Solidarity Ring, a été promue par les représentants de l'Azerbaïdjan et aussi de la Bulgarie. Les échanges à cette frontière turco-bulgare sont encadrés donc par l'accord qui a été évoqué par Noémie, qui a été signé en janvier 2023 entre les entreprises Bulgargaz et BOTAŞ, la turque. Et donc grâce à son accord avec Bulgargaz, BOTAŞ commence à s'implanter comme un fournisseur de gaz au sein de la région, en signant des contrats d'approvisionnement en Hongrie, Roumanie et aussi Moldavie. Toutefois, il sera impossible de certifier avec certitude l'origine du gaz vendu par BOTAŞ sur les marchés européens. Et donc on a ici l'opportunité pour l'entreprise turque de réexporter du gaz russe en le faisant passer pour du gaz azerbaïdjanais, turc ou du GNL. Et donc ainsi l'accord BOTAŞ-Bulgargaz qui doit durer 13 ans, permettrait la pénétration de gaz russe sur les marchés européens bien au-delà de 2027, date à laquelle l'Union européenne a prévu d'avoir éliminé toute importation d'énergie fossile russe. En plus donc de maintenir des approvisionnements russes, cet accord risque de limiter le processus de diversification des approvisionnements régionaux, puisque les volumes en provenance de Turquie et ceux en provenance de Grèce se trouvent en concurrence pour l'accès au même système de transmission en Bulgarie et visent les mêmes marchés en Europe centrale et orientale. Et donc, alors qu'il sera difficile d'évaluer la proportion de gaz russe dans les volumes expédiés depuis la Turquie, la congestion du réseau bulgare par les exportations à la frontière turque pourrait ralentir le processus régional de substitution du gaz russe. Cela permettrait à Gazprom de maintenir quelques profits grâce au marché européen, tout en poursuivant sa stratégie de pivot vers l'Asie. Et dans le même temps, l'accord BOTAŞ-Bulgargaz avec le Solidarity Ring permettent à SOCAR, l'entreprise d'État d'Azerbaïdjan, de s'implanter en Europe centrale et orientale. Et donc, même si aujourd'hui les volumes de gaz azerbaïdjanais sont limités,
dans le futur, les pays d'Europe centrale et orientale sont nombreux à miser sur le gaz naturel dans leur stratégie de transition énergétique, ce qui en fait un débouché potentiel pour les prochaines phases d'expansion de la production azerbaïdjanaise. Et donc ainsi, l'Azerbaïdjan trouverait son compte dans l'alliance gazière turco-russe, alors que généralement Azerbaïdjan et Russes sont posés en tant que concurrents. On voit ici plutôt une alliance d'intérêt temporaire. Et donc en fait, l'acteur qui est lésé par cet accord bulgare-turc, c'est la Grèce, qui en tant que pierre angulaire du processus de diversification des approvisionnements de la région aurait un rôle donc amoindri. Petit point positif pour finir donc sur ce focus sur les Balkans, le Solidarity Ring faciliterait toutefois l'exportation du gaz roumain en provenance de la mer Noire. Actuellement, la Roumanie, c'est 1 milliard de mètres cubes par an, mais d'ici les 3 prochaines années, elle espère décupler sa production. Merci beaucoup, Samy. Avant de repasser la parole à Noémie, un petit mot, vous pouvez commencer à poser vos questions sur le chat. Noémie. Ok, on va passer à la troisième partie. Voilà, qui concerne l'exploitation des ressources gazières offshore dans un espace maritime sous tension. Je vais revenir sur la première carte qui illustre parfaitement bien le propos. Voilà, celle-ci. On va bien voir toutes les tensions géopolitiques sur cet espace maritime. Alors, la première sous-partie concerne la question des frontières maritimes en mer Noire. Les frontières maritimes, elles ne sont pas toutes définies en mer Noire. Le seul acteur qui les a définies avec tous ses voisins, c'est la Turquie. Et il faut savoir que c'est le seul acteur de l'ensemble du pourtour de la mer Noire qui n'est pas signataire de la Convention de Montego Bay. Les frontières non définies, ce sont celles entre la Roumanie et la Bulgarie, entre l'Ukraine et la Russie, bien évidemment, et entre la Géorgie et la Russie. Ce qui est intéressant le grand changement qu'on va avoir au sein de cet espace maritime concernant les frontières, c'est depuis 2014. Donc en fait, ce n'est pas tant la guerre actuelle qui va avoir un impact réel sur les frontières, mais c'est l'annexion de la Crimée en 2014 qui va réellement changer la donne concernant la question de ces frontières maritimes. Ce qu'on voit après 2014, c'est donc que la zone économique exclusive, donc la ZEE ukrainienne, est coupée en deux et l'Ukraine n'a plus accès à la mer d'Azov, donc à l'est de son territoire, et bien évidemment n'a plus du tout accès à toute sa zone économique exclusive qui entoure de la Crimée depuis qu'elle a été annexée. L'autre élément important depuis 2014, c'est que la Roumanie, et donc un acteur de l'Union européenne, partage de facto maintenant une frontière maritime avec la Russie. Je passe rapidement là-dessus pour plus évoquer la question des découvertes offshore qui ont été faites dans la mer Noire, avec 4 acteurs majeurs qui sont l'Ukraine, dont l'accès aux ressources, qui était particulièrement importante, est stoppé depuis le début de la guerre et a été largement diminué depuis l'annexion de la Crimée. Donc l'Ukraine n'a pas de ressources offshore en termes de volume si conséquente que ça. La région à la fois maritime et terrestre de la mer Noire, donc concernant tout le littoral, donc de la mer d'Azov jusqu'au littoral vers Odessa, ne représente que 5% de la production totale d'hydrocarbures du pays. Donc ce ne sont pas les ressources les plus importantes pour l'Ukraine, mais elles sont bien évidemment stratégiques. En 2014, l'armée russe a saisi de force les infrastructures gazières ukrainiennes pour notamment les plateformes de forage et en ont fait, pendant la guerre actuelle, des bases avancées en mer avec un déploiement d'équipements électroniques et de reconnaissance de combat. Donc il y a différents systèmes de radars qui ont été positionnés sur ces plateformes. Cela a permis à l'armée russe de surveiller l'espace aérien, maritime et sous-marin entre la Crimée et Odessa pendant une bonne partie du conflit, jusqu'en septembre 2023, où les forces armées ukrainiennes ont repris le contrôle de certains gisements.
Ça a été un sujet sur lequel on a beaucoup échangé avec David, donc je lui passerai la parole juste à la fin de ce point sur les ressources qui ont été découvertes dans les autres pays. On a également les ressources en Roumanie qui, pour le coup, elle, a des volumes de gaz conséquents, notamment le gisement Neptune Deep, qui représente environ 100 milliards de mètres cubes. J'y reviendrai si j'ai le temps dans quelques instants. La Roumanie est l'un des rares pays d'Europe de l'Est à ne pas être dépendant très fortement de la Russie en matière énergétique. La mise en activité de ces champs pourrait même lui permettre d'exporter vers ses voisins, et notamment la Moldavie, qui, elle, pour le coup, est très très dépendante des importations de gaz russe, et notamment pas que la Moldavie, d'autres pays, avec le projet d'interconnexion en cours, le BRUA, donc le Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Autriche, qui permettrait donc d'exporter vers l'Europe de l'Est et l'Europe centrale, et également un interconnecteur entre la Roumanie et la Serbie. Toutes ces nouvelles interconnexions rejoignent le propos de Samy sur justement la reconfiguration de ces flux en Europe du Sud-Est. Concernant la Bulgarie, les découvertes ne sont pas très intéressantes en termes de volume. Par contre, il y a un exemple qui est très intéressant et qui va illustrer les difficultés que peuvent rencontrer les États dans un contexte de guerre au sein d'un espace maritime. En juin 2023, Moscou a annoncé un exercice naval, on appelle ça un AVEX, sur une zone d'exploration de la Bulgarie. En réponse, la Bulgarie a lancé un appel d'offres pour l'exploration de cette zone. Donc on est bien là sur une réelle mise en difficulté des acteurs dans une dynamique d'exploration par l'acteur russe sur ce domaine énergétique. On a également comme acteur majeur la Turquie avec la découverte du champ Sakarya, dont le volume global n'a pas arrêté d'augmenter à partir de 2020, date de l'annonce et de la découverte. Et aujourd'hui, en fin 2022, le volume annoncé était de 710 milliards de mètres cubes, donc ce qui représente des volumes énormes. Avec ce gisement, on a assisté à une mise en opération accélérée entre 2020 et 2023. L'objectif pour le gouvernement turc, c'était devenu d'ailleurs un enjeu politique très important pour Erdogan, c'était que le gisement soit opérationnel en 2023, date du centenaire de la République de Turquie et également de l'élection présidentielle. Donc ça avait un poids très important en termes de politique intérieure, mais aussi en termes de politique extérieure, parce qu'au moment de la découverte en 2020, on est en plein cœur des tensions autour des gisements en Méditerranée orientale. 3 ans après les découvertes, la capacité de production est revue à la baisse et de nombreuses difficultés techniques commencent à apparaître. Et ce qui est de toute manière notable sur ce champ Sakarya, c'est l'opacité des données. Là-dessus, David, je te donne la parole pour développer ce point. Alors, ce que j'avais en tête, Noémie, c'était de représenter, enfin, pas spécifiquement parler de cette carte, mais de parler des différentes cartes et comment on a voulu amener les différentes informations. Tu es en phase avec moi? Oui. OK. Sur la carte, en fait, numéro 1, et je ne rentre pas dans le détail, mais l'un des enjeux, vous avez vu, il y a eu énormément d'informations qui ont été données sur différents types d'énergie, d'enjeux géopolitiques. Sur la première carte, si Noémie, tu peux la remettre, s'il te plaît. L'objectif pour nous, c'était vraiment de fixer un enjeu principal qui était la place qu'occupe la Russie en mer Noire. Et donc, on le voit, en fait, on ne s'en rend pas forcément compte, mais la Russie est un acteur en expansion dans cette mer Noire. Si vous regardez bien sur notre carte, ce qui est en rouge le plus vif, donc c'est l'État russe. Et vous avez en mer un liseré rouge avec une petite opacité rouge qui est en fait la ZE russe, selon les frontières de la Russie, sans l'annexion de la Crimée et sans l'occupation d'autres territoires. Et donc, on voit bien que la présence de la Russie en mer Noire est assez limitée et que depuis 2014, et même un peu avant avec les régions séparatistes, on voit que la présence russe est en train de s'étendre. Et donc, c'était ce qu'on avait véritablement envie de montrer sur cette carte, c'était qu'au-delà des enjeux énergétiques, c'est pour ça qu'on a pris soin de rien mettre comme élément énergétique sur cette première carte, mais simplement des éléments géopolitiques pour montrer la complexité et surtout les conséquences que pouvait avoir la guerre sur l'appropriation d'un espace maritime. On a voulu également mettre les régions séparatistes et notamment celle d'Abkhazie. En fait, le problème avec la Géorgie, Noémie le disait à l'instant,
c'est une des frontières qui n'est pas encore déterminée en mer Noire entre la Géorgie et la Russie, mais c'est précisément parce qu'il y a une région séparatiste depuis les années 90 qui n'a pas encore il n'y a pas eu d'accord de délimitation. Or, on le voit sur la carte 2 qu'on a montré tout à l'heure, il y a des explorations en cours dans des zones contestées. Donc, on voit bien que la définition, enfin, les délimitations en mer Noire ne sont pas terminées, avec des conséquences assez importantes sur les enjeux énergétiques. La transition est parfaite, merci Noémie. Et donc, sur cette carte-là, on a voulu cette fois gommer visuellement les enjeux géopolitiques pour se concentrer véritablement sur les enjeux énergétiques. Et là, ils sont assez nombreux. On a voulu déjà localiser les différents gisements et leurs volumes. Alors, on a été ennuyé, mais ça a été dit déjà par les volumes de Sakarya, qui en fait, sur le papier, est un très gros volume, et comme tous nos cercles sont proportionnels, ça a donc écrasé le volume des autres gisements. Mais néanmoins, on observe quand même qu'en mer Noire, il y a des gisements, notamment de gaz, mais que ce n'est pas non plus les principales réserves mondiales de gaz, évidemment. Ce qui nous a intéressé, c'était de faire la distinction entre les gisements en cours d'exploitation, il y en a un certain nombre, de ceux qui sont déjà en exploitation, et donc ce sont les ronds un peu plus pleins. Et on a voulu distinguer, et c'était là la difficulté, les gisements qui étaient en cours d'exploitation, mais qui étaient tombés de fait sous le contrôle de la Russie. Et donc, ce sont nos ronds rouges qui apparaissent un peu de partout sur la carte. Autre élément de la carte qu'on voulait euh, notifier, c'était l'appartenance, parce que ça, c'est quelque chose la première carte, la carte centrale que vous voyez, c'est des choses qu'on a l'habitude de voir, c'est-à-dire localisation des gisements et volume. On le voit, on s'intéresse un peu moins souvent à qui détient véritablement ces gisements de gaz. Et donc, c'est pour ça qu'on a fait un petit cartouche en haut à droite de cette même carte pour essayer d'expliquer à qui appartenaient les concessions. Et donc, en fait, on a essayé de montrer, alors sans rentrer dans le détail, on avait commencé à le faire sur une première version de la carte et c'était illisible. Donc, on a essayé d'enfermer, d'englober les compagnies selon leur nationalité, donc qu'elles soient européennes, américaines ou anglo-saxonnes au sens large. Et puis, donc, un premier bloc et un autre qui sont les entreprises roumaines, turques et russes, c'est-à-dire celles qui sont véritablement limitrophes de cette mer Noire. Donc, dans cette première carte-là, on voit tous ces enjeux qui sont en train de se bousculer. On le voit, ce que je vous disais tout à l'heure sur le fameux bloc 2, en bas à droite de la carte, qui pose un véritable problème entre la Russie et la Géorgie. Une partie de la Géorgie est une région séparatiste, non reconnue par le droit international. Et donc, c'est dans cette ZEE mal délimitée que des explorations sont en cours et que des perspectives et des potentialités de découverte d'hydrocarbures existent. Donc voilà cette carte-là. Alors, elle se lit, c'est comme je vous le disais au démarrage, c'est une carte où il y a beaucoup d'informations, des informations qui sont un peu complexes. Donc, je pense qu'il y a, pareil, deux temps de lecture. La première, c'est pour situer ce qui se passe en mer Noire. Et vous avez le détail, notamment des approvisionnements, des routes, notamment en mer Noire, où on a dessiné les pipelines, les gazoducs qui permettent de connecter les gisements au territoire. Et c'est particulièrement intéressant, notamment pour les gisements ukrainiens. Vous les voyez tout en haut avec le liseré jaune pour les nommer. On voit bien sur cette carte-là que les principales routes d'exportation de ces gaz acheminent le gaz directement en Crimée, ce qui va poser énormément de soucis à la partie ukrainienne actuellement. Donc voilà un petit peu comment on a voulu travailler. Et pour terminer, une carte, et je te rends la parole Noémie, très rapidement, la dernière carte qu'on a réalisée sur les grands enjeux que tu as déjà montré. Ici, alors Samy a très bien expliqué les enjeux stratégiques pour les différents acteurs. Pour nous, ici, c'était vraiment de simplifier les grands blocs. C'est pour ça que même dans la manière dont on l'a construit dans la légende, on a essayé vraiment de distinguer ces blocs, donc la Russie, la Turquie et puis l'alternative grecque, avec les différentes infrastructures et les différents chemins. Alors, si vous regardez, donc on a pareil là aussi deux niveaux de lecture, le niveau de lecture par bloc, et puis de manière beaucoup plus fine et détaillée à l'intérieur de ces grands corridors, des sens dans lequel pourrait être envoyé le gaz, et ce qu'expliquait très bien Samy. Donc, avec ces trois cartes, on a essayé
de faire une sorte de résumé exécutif et cartographique d'enjeux extrêmement complexes que vient de présenter Noémie et Samy. Merci beaucoup, David. Je vais passer très rapidement parce qu'on voudrait surtout laisser du temps aux questions. Donc, à la dernière sous-partie de ce rapport, qui a été donc on s'est dit que ce serait une bonne idée de reprendre la méthodologie développée donc dans le précédent rapport sur l'analyse de risque des infrastructures critiques offshore européennes. Et donc on a pris le cas d'étude de Neptune Deep qui est donc au large de la Roumanie et qui a la particularité, contrairement au cas d'étude exploré dans le rapport précédent, qui sont donc des infrastructures existantes, et celui-ci est en projet. Il coche toutes les cases, c'est-à-dire que c'est une infrastructure offshore énergétique et européenne. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas choisi Sakarya, mais bien le projet roumain. En fait, l'idée de ce rapport, c'est de faire une typologie, enfin, de suivre une typologie des risques et d'analyser chacun des risques pour un petit peu évaluer le niveau de criticité de ce type d'infrastructure. Et notamment alors on l'a vu, je ne vais pas remettre la carte, hein, mais notamment dans une situation sous tension très forte. Donc, très rapidement, le bloc Neptune Deep, il y a 2 gisements qui le constituent, Domino 1 et Pelican South. Il est en eau profonde, à 160 km des côtes roumaines, et il est en phase de développement. Pour toutes les infos techniques, vous irez vous référer au rapport. L'intérêt ici, c'est donc les différents risques qui sont identifiés, et notamment ceux qu'on a identifiés comme élevés. Il y a 7 risques en tout, économiques, juridiques, réputationnels, géopolitiques, le risque lié aux matériaux, le risque climatique et le risque cyber. On va parler là, du risque géopolitique qui est identifié comme élevé, notamment à cause des mines navales qui dérivent et qui sont estimées à des centaines ou à quelques milliers. Pareil, c'est extrêmement difficile à estimer, et qui sont des risques très importants pour les infrastructures. Et également, autre risque de type géopolitique, ce sont par exemple, on l'a vu avec la Bulgarie, les exercices navals hors des frontières maritimes de la Russie. Donc voilà, on imagine bien que pour le développement et l'exploitation d'un gisement offshore, ce sont des choses bien à prendre en compte pour les différents acteurs. Le risque cyber est également élevé car ce gisement, enfin cette plateforme sera dotée d'un jumeau numérique, et les jumeaux numériques, comme c'est bien identifié dans le précédent rapport, étendent la surface d'attaque d'un point de vue cyber. Il y a également le risque climatique qui est important à souligner, car la mer Noire a la spécificité d'être une mer très salée et dont la salinisation s'accélère. Cela provoque la fonte de sédiments marins et donc la libération de méthane qui pourrait représenter plusieurs milliers de mètres cubes. Avec les conséquences sur les enjeux de gaz à effet de serre qui sont bien connus. Cela peut engendrer des glissements de terrain sous-marins et des effets de tsunami. Et donc, là, en novembre 2023, il y a eu une méga tempête. Donc, on sent bien que ce type d'infrastructure en mer Noire, qui est soumise à des tensions géopolitiques majeures, est également soumise à une diversité de risques, qui sont notamment des risques climatiques et environnementaux. Pour conclure, ce qui est à retenir dans ce rapport, c'est donc que cette guerre économique entre la Russie et l'Union européenne a engendré une reconfiguration des flux, on l'a vu tout au long de cette présentation, et une diversification pour toutes les parties. C'est-à-dire que l'Union européenne diversifie ses importations et la Russie, pour sa part, diversifie ses destinations d'exportation également, notamment vers la Chine, l'Inde, etc. Le rôle de la Turquie se renforce, mais également des pays intermédiaires qui vont justement permettre le contournement de ces sanctions, mais pas que, qui, elles aussi, ces pays diversifient eux aussi leurs voies d'exportation pour être moins dépendants des Russes et pouvoir justement s'autonomiser un petit peu et se désenclaver. Pour les derniers mots pour conclure, c'est que ce qu'on constate à l'issue de ce rapport, c'est que le régime de sanctions ne réussit pas à atteindre l'objectif de limiter l'effort de guerre russe et d'affaiblir drastiquement son économie. Quelques chiffres qui vont nous le prouver, c'est en 2023, le PIB russe est en hausse de 3,6%, ce qui est quand même conséquent. Et depuis entre 2021 et 2023, le budget militaire a été multiplié par 3. Sur le plan politique, il y a 3 élections en 2024 qui sont et qui seront déterminantes pour la suite de ce conflit. Ce sont celle qui est passée, donc 17-18 mars 2024,
où Poutine a été réélu à 87%. Donc on pourra contester ou non les moyens de cette élection et si ce chiffre est représentatif ou non. Quoi qu'il en soit, ça l'assoit au pouvoir pour un nouveau mandat. Deux élections à venir, en juin 2024, les élections européennes et en novembre 2024, les élections américaines où un nouveau président sera élu. Ces deux élections détermineront le soutien financier et militaire de l'Occident à l'Ukraine. J'arrête ici, il est pile 15 heures et on peut passer aux questions. Merci beaucoup Noémie, merci beaucoup à tous les trois pour vos interventions à la fois dynamiques, passionnantes. Et merci d'avoir respecté le timing, ça nous laisse effectivement une demi-heure pour répondre à toutes les questions qu'on a déjà sur le chat. On va commencer par la première. Alors, je ne sais pas, je pense que c'est peut-être Samy qui va répondre à celle-là. Connaissant toutes les informations concernant Botash, pourquoi l'Union européenne n'émet-elle pas de sanctions à son encontre? Ce serait très difficile pour l'Union européenne de sanctionner Botash, étant donné que la Turquie est un partenaire essentiel de la stratégie de diversification des approvisionnements européens. On a vu que la Turquie avait de nombreux terminaux GNL. C'est également par la Turquie donc, que passe le corridor sud. Et donc justement, tout l'intérêt pour les Russes de faire passer leur gaz par la Turquie, c'est de profiter de cette intégration du réseau turc au réseau européen pour pouvoir faire passer leur gaz comme ça par ce biais. Merci beaucoup Samy. Dans quelle mesure la Trans-Caspian International Transport Route recoupe-t-elle ou non la BRI chinoise, les nouvelles routes de la soie? Alors, ce projet de corridor du milieu est également soutenu par la Chine, financièrement et politiquement, parce qu'on l'a bien vu sur la carte tout à l'heure, ça part de la côte pacifique de la Chine jusqu'à l'Union européenne, et donc la BRI, c'est un grand ensemble de projets, c'est pas une route unique. Là, celle-ci, le corridor du milieu, ça va bien aller relier les pays d'Asie centrale, ceux du Caucase jusqu'à l'Europe, et donc pour moi, c'est une composante de cette grande logique qu'est la BRI. Merci. L'UE envisage-t-elle la mise en place de mécanismes pour contrôler davantage l'origine du gaz venant de Turquie, ou cette ignorance l'arrange-t-elle? Alors, il y a des certificats d'origine, mais il sera très difficile donc de vérifier l'authenticité, enfin la réalité donc de l'origine du gaz qui sera certifié en Turquie, puisque les autorités turques auront le plein contrôle. Donc non, l'Union européenne n'aura pas plus de moyens que de faire confiance aux certificats provenant de Turquie. De plus, effectivement, pour les pays du sud-est européen, fermer les yeux et recevoir du gaz russe sans qu'il ait l'étiquette russe arrange tout le monde. Pour compléter sur cette question d'ignorance de la part de l'Union européenne, je vous recommande chaudement un documentaire, je ne sais pas s'il est encore en ligne, mais qui était sur Arte, qui s'intitule La Russie, commerce illégal, quelque chose comme ça, et qui va très très bien montrer la posture des différents pays Union européens, notamment dans le contournement des sanctions. Je n'ai pas eu le temps d'en parler tout à l'heure, mais l'Union européenne continue également, on a parlé beaucoup d'importation et d'énergie, mais l'Union européenne continue à exporter des biens qu'on appelle à double usage, donc qui vont avoir un usage à la fois dans le domaine civil, par exemple les microprocesseurs, et dans le domaine de la défense, vers la Russie, donc l'Allemagne au premier chef, et va notamment fermer les yeux sur cette histoire de certificat, parce que ça marche pour tout type d'exportation, pour justement continuer à exporter. Et on voit que les exportations depuis l'Allemagne, notamment en matière de biens à double usage, vers le Kirghizistan, ont augmenté de 900% depuis 2022, donc ce sont des chiffres absolument impressionnants. Donc je pense que ça arrange bien tous les acteurs d'avoir cette espèce de flou autour de l'origine et de la destination des biens. Tout à fait. Sur le gaz précisément, ça arrange des pays comme la Bulgarie notamment pour être un pays de transit, mais les pays consommateurs, il y en a qui sont clairement déclarés comme désireux de recevoir du gaz russe. On peut citer donc la Slovaquie, la Hongrie et l'Autriche, qui sont en fait les pays qui sont dans la continuité du transit historique ukrainien.
Et donc cette volonté, elle est renforcée par exemple par l'élection récente en Slovaquie du candidat favorable aux intérêts russes. En Hongrie, donc, on sait que Viktor Orban donc, a signé des nouveaux contrats long terme d'approvisionnement en gaz. Et surtout l'Autriche, qui est le principal point de stockage de gaz et de redistribution régionale, et qui encore jusqu'à peu était dépendante à 98% du gaz russe. Elle vient de faire passer une loi destinée à s'en défaire peu à peu. Ce qu'on comprend, c'est qu'elle espère bien que le transit de gaz via l'Ukraine continue outre 2024. Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'il y a de plus de gaz russe qui arrive du sud-est? Merci. La zone économique exclusive de la Crimée est-elle largement augmentée par la Russie ou bien correspond-elle à la ZEE ukrainienne d'avant 2014? Non, elle correspond bien à la ZEE ukrainienne d'avant 2014. À ce stade, on n'a pas encore vu de velléité de la Russie de revoir cette frontière depuis, puisque ça date donc 2014. Depuis 2014, il n'y a pas eu de discussion entre les différents pays limitrophes pour l'étendre ou la remettre en question. Donc, elle correspondait à celle de l'Ukraine. Dans quelle mesure la Chine se montrait-elle intéressée par l'alternative du corridor médian au regard des investissements effectués par elle dans les routes sud? C'est possible de relire la question? Oui, mais bien sûr. Dans quelle mesure la Chine se montre-t-elle intéressée par l'alternative du corridor médian au regard des investissements effectués par Pékin dans les routes sud? Je pense que ça rejoint un petit peu la question tout à l'heure sur la BRI et avec des volumes d'investissement massifs de toute manière pour augmenter l'ensemble des infrastructures. Est-ce que la création d'une flotte fantôme et le blanchissement des hydrocarbures russes par la Turquie explique-t-il le fait que la Russie ne soit en apparence très affectée économiquement par les sanctions? Oui, bien sûr, en partie, mais pas que. La Turquie, on en a beaucoup parlé ici parce qu'on s'est focalisé sur la région de la mer Noire. Mais il y a un autre acteur qui est extrêmement important dans la redistribution de ce pétrole et dans le blanchiment, c'est l'Inde. Ça a été de nombreuses fois évoqué. On n'a pas forcément le temps de développer, mais en fait, la Russie produit du pétrole brut et l'exporte vers notamment l'Inde est le premier acheteur de pétrole brut, le raffine et le réexporte. Et c'est ce que fait également la Turquie et de nombreux autres acteurs. Il faut savoir que le marché pétrolier, c'est un marché qui est extrêmement fluide au niveau mondial. Donc le brut s'achète, se raffine et par de nombreux acteurs qui ont les moyens en termes de raffinerie. Et donc bien sûr que c'est ce contournement des sanctions, que ce soit au niveau du pétrole, du charbon ou du gaz, permet à la Russie, c'est bien ce qu'on a vu sur l'ensemble de ce rapport, de continuer à financer son effort de guerre. Et la Turquie est un acteur, mais ce n'est pas le seul, hein, c'est l'ensemble du système de contournement qui le permet. Merci. Y a-t-il des risques de sanctions secondaires extraterritoriales américaines sur les opérations de contournement turques? Alors, sur les... Difficile à dire, on n'est pas au sein du gouvernement américain. Ce qu'on voit avec les sanctions, c'est que systématiquement, quand il y a des paquets de sanctions qui sont mis en place, il y a toujours des failles législatives. Donc des sanctions, ça s'ajuste continuellement en fonction des différentes failles législatives trouvées. Et effectivement, alors là, faudrait aller faire des entretiens peut-être un petit peu plus poussés pour voir dans quelle mesure l'ensemble des acteurs, que ce soit les Américains ou bien les Européens, est-ce qu'il y a une sorte du coup d'ignorance qui arrange l'ensemble des acteurs. Il y a un point qui n'a pas été souligné pendant la présentation, c'est que les États-Unis sont un petit peu le grand gagnant au niveau de leurs exportations pétrolières et gazières, de l'ensemble de ces sanctions et de la volonté de l'Union européenne de diversifier ses importations. Maintenant, le GNL, le gaz naturel liquéfié américain, a particulièrement inondé l'Union européenne en un temps record depuis le début des tensions en 2022. Rien qu'en 2022, c'était 146% d'augmentation de GNL américain qui arrive en 2022. Je pense que les États-Unis sont devenus le premier exportateur mondial de GNL l'année dernière, avec cette performance. Comment améliorer la surveillance du trafic maritime pour éviter les bateaux fantômes? Est-ce qu'il y a une recette miracle?
Je ne saurais pas répondre s'il y a une recette miracle. En tout cas, ce qu'on voit, et notamment qui est très bien développé dans le documentaire sur Arte, c'est que, en gros, les États n'ont pas de légitimité à aller intercepter des bateaux dans les eaux internationales. Donc, un bateau qui n'a pas activé son AIS, en gros son GPS, ne va pas être accosté par un autre bateau pour lui demander des comptes, sauf si on est dans les eaux territoriales d'un État. Sauf que cette flotte fantôme, comme ça a été évoqué tout à l'heure, le plus souvent, ce sont des bateaux défectueux et en très mauvais état. Il y a d'ailleurs eu un incident en mer avec une coque qui a commencé à se déliter. Si ces bateaux sont dans leurs eaux territoriales et qu'elles traversent leurs eaux territoriales, les États, généralement, ne vont pas forcément avoir envie d'aller contrôler le bateau, parce que s'il n'est pas en règle, il va falloir l'accoster à un port et mettre en stationnement un navire défectueux, en mauvais état, plein de pétrole, dans l'un de ces ports. Généralement, les États n'ont pas vraiment envie de se retrouver dans des situations qui sont en fait des situations de blocage derrière. Donc il y a pareil un flou qui est accepté par à peu près l'ensemble des acteurs. À propos des corridors de circulation du gaz en provenance de Turquie projetés avec l'Azerbaïdjan en Europe orientale, une question d'ordre de grandeur. Quels sont les volumes annuels possibles d'écoulement de ce gaz qui pourrait être en partie du gaz de Gazprom maquillé? Alors la volonté d'augmenter les capacités à la frontière turco-bulgare, ça serait d'ici 5 ans d'atteindre 19 milliards de mètres cubes. Pour donc la capacité au point d'entrée, et parmi ces 19 milliards de mètres cubes seraient mélangés l'ensemble des sources turques, donc GNL, Turquie, Azerbaïdjan et Russie. Or, le seul acteur qui sera en mesure de remplir cette interconnexion, pour le moment, ça ne serait pas l'Azerbaïdjan, mais plutôt les Russes, d'où la crainte de voir pas mal de gaz russe s'imposer par cette voie. Pour donner un ordre de grandeur, avant 2021, l'Union européenne consommait annuellement environ 400 milliards de mètres cubes par an. Il y a eu une baisse très importante d'environ, je sais plus, je crois qu'on atteint aujourd'hui 300 milliards de mètres cubes par an de gaz consommé annuellement pour l'Union européenne. Donc ça donne un ordre de grandeur avec ces 19 milliards de mètres cubes identifiés. Pour continuer sur les comparaisons de gazoducs, donc Turkstream, c'est 31,5 milliards de mètres cubes divisés en deux branches, l'une pour l'Europe, l'une pour la Turquie. Et à l'époque, lorsqu'ils existaient encore, les Nord Stream, c'était chacun 55 milliards de mètres cubes, ce qui étaient les plus grands pipes arrivant en Europe à ce moment-là. Et l'Azerbaïdjan, le corridor sud-européen, c'est 16 milliards de mètres cubes. Et le projet est d'augmenter la capacité du corridor sud-européen à 27 milliards de mètres cubes. Vous avez dit que les échanges commerciaux entre l'Asie centrale et l'UE avaient largement augmenté depuis le début de la guerre en Ukraine, mais cette augmentation n'est-elle pas expliquée entièrement par le contournement des sanctions? Si, justement. Alors, pas entièrement, parce que c'est là où c'est très difficile, comme on a évoqué à plusieurs reprises la difficulté d'avoir accès à des données, sachant que là, on est systématiquement, avec le contournement des sanctions, à la frontière de la légalité. Et bien évidemment, les États qui sont partie prenante de ce contournement ne vont pas aller publier leurs chiffres en nous disant ça, c'est du contournement de sanctions et ça, c'est des exportations réelles. Donc, c'est très, très difficile de l'estimer. Donc bien évidemment, il y a une très grosse part de contournement des sanctions, mais pas que. Il y a également certains pays qui vont aller justement tirer leurs épingles du jeu en se disant que pour eux, c'est notamment d'Asie centrale, c'est également l'occasion de vraiment développer des corridors qui leur permettent de diversifier leurs routes d'exportation. Parce qu'avant, ils étaient 100% dépendants des réseaux russes, et là, ils ont l'opportunité, avec une volonté politique forte de l'Union européenne et de la Chine de l'autre côté, d'agrandir et de moderniser leurs infrastructures. Donc ça va leur permettre de diversifier également et de pouvoir s'indépendantiser de la Russie. La reconfiguration des flux et des routes ne renforce-t-il pas le risque terroriste en mer Noire? Je fais appel à un ami. Je ne sais pas quoi répondre Alors, à cette question. Je dirais oui, dans le sens où on pourrait penser à des attaques non officielles sous couverture, comme on a vu pour les Nord Stream,
Et du coup, ouais, on pourrait très bien voir effectivement des opérations de sabotage par des commandos non identifiés dans la région. Là, dans les matrices de risque que vous avez développées, notamment dans le rapport précédent et dans celui-ci, est-ce que le risque, notamment terroriste, est clairement identifié et est très élevé? Oui, mais sur les cas de figure qu'on avait étudiés dans le précédent rapport, on pensait par exemple dans le cas des plateformes norvégiennes à des drones qui ont survolé les plateformes, qui pourraient aussi être des moyens utilisés pour des actions de terrorisme. Et donc on avait notamment vu des acteurs russes opérer de la sorte en Norvège. Mais je ne sais pas si c'est forcément lié à une reconfiguration des routes. Est-ce que c'est pas toute infrastructure offshore qui aujourd'hui, avec un niveau de menace qui se complexifie, qui se diversifie et qui est de plus en plus élevé, il n'y aurait pas de reconfiguration, les infrastructures seraient certainement autant soumises à des risques terroristes? Oui, il y aurait peut-être moins de trafic. Peut-être. Est-ce qu'il y a une stratégie réelle et réaliste pour sortir du gaz? Alors remplacer le gaz, j'imagine que c'est en Europe. Alors, il y a le plan Repower EU avant le plan Repower EU, l'Union européenne s'est engagée dans le cadre du pacte vert européen, donc du Green Deal, à décarboner son économie et à atteindre la neutralité carbone à horizon 2050. Donc, de toute manière, c'est un objectif de sortir des fossiles en partie, parce que ce ne sera pas possible à 100%, à horizon 2050. Avec le début de la guerre en Ukraine, ça a accéléré ce processus parce que donc il a fallu s'indépendantiser du gaz russe le plus rapidement possible. Et donc l'Union européenne a développé le plan donc Repower EU qui a 3 grands axes, qui est celui de diversifier ses sources et ses moyens d'approvisionnement, donc avec une grosse part de gaz naturel liquéfié, et également de faire des économies d'énergie. Par exemple, en France, à l'hiver 2022-2023, il y a eu des très grosses craintes quant à la capacité de répondre à l'ensemble des besoins électriques au niveau national, pour différentes raisons. Et donc, des plans de sobriété ont été déclinés en France, mais à l'échelle de l'Union européenne, pour réduire considérablement nos consommations d'énergie. Ça a fonctionné. Il y a eu une réduction d'environ 15%, si mes souvenirs sont bons, des consommations d'énergie au niveau global. Cela s'explique bien sûr par cette volonté politique, mais pas que. Ça s'expliquait aussi par l'augmentation des prix des énergies qui ont été une contrainte, bien évidemment, pour les consommateurs et pour les industriels. Donc il y a cette volonté de sobriété de manière globale et également de développer des énergies renouvelables. Comme je l'avais évoqué tout à l'heure, en 2022, la part des énergies renouvelables dans la production électrique européenne a atteint les 40%, donc c'est une première historique d'avoir un niveau aussi élevé, et a dépassé pour la première fois la part des énergies fossiles dans la production d'électricité de l'Union européenne, qui atteignait cette fois-ci les 38%. Donc oui, il y a une vraie politique de décarbonation de l'ensemble de son économie, en développant des énergies décarbonées. Le nucléaire est également à nouveau identifié comme une solution viable à l'échelle européenne pour décarboner son économie. Merci. Question longue que je vais essayer juste de synthétiser. Afin de blanchir le pétrole russe, on a vu de nouveaux acteurs émerger ou prendre plus de place, notamment la Turquie sur le plan géopolitique, notamment sur le commerce de l'énergie. Est-ce que c'est une émergence à long terme pour ces nouveaux acteurs ou c'est une émergence de circonstances court-termistes que les alliances de circonstances nouées par la Russie vont faire augmenter? Alors, en gros, c'est quel rôle pour la Turquie à l'horizon 2030, 2040, voire 2050? Ce qu'on identifie pour la Turquie, c'est que depuis le début des années 2000, en fait, on a vu sa posture, sa position géopolitique n'a fait que se renforcer depuis le début des années 2000. La guerre en Ukraine, bien évidemment, la repositionne encore plus parce qu'elle tient cette place d'intermédiaire pour l'ensemble du trafic illicite de pétrole et de gaz, qui d'ailleurs n'est pas illicite sur son territoire. Et également, je l'ai passé très vite tout à l'heure, mais la Turquie a passé des accords avec la Russie et qui vont certainement lui permettre de développer son économie et les échanges commerciaux, pas que sur le plan énergétique. Ce qu'on voit, c'est que la Turquie est donc, depuis l'Union européenne,
une route pour exporter les marchandises européennes. Donc elle développe en fait ses relations commerciales avec à la fois de manière massive, hein, à la fois avec la Russie d'une part, mais également avec les pays intermédiaires qui lui permettent de transiter jusqu'à la Russie, c'est-à-dire la Géorgie, l'Arménie, et avec cette histoire du corridor du milieu et également avec les pays qu'on appelle de l'alliance turcophone, donc au-delà de la mer Caspienne, le Kazakhstan, le Turkménistan, etc. Donc elle se pose vraiment comme hub économique régional avec en fait l'ensemble des acteurs qui ont besoin de ce territoire. Donc ce qu'on voit, c'est que ça va aller confirmer ce positionnement qui s'installe depuis le début des années 2000 de puissance régionale et internationale, et pas que sur le plan économique, également sur un aspect géopolitique et défense, où la Turquie est venue soutenir des interventions, des acteurs en Libye pendant la guerre civile, et également d'un point de vue industriel, elle est également allée soutenir l'Ukraine avec l'ensemble de ses moyens, notamment les drones. Donc on voit que sur l'ensemble des secteurs stratégiques, elle continue de s'imposer et de s'asseoir comme un acteur stratégique sur la scène régionale et internationale. Merci. Camille. Pour rester concentré sur le gaz, oui, la Turquie est amenée à renforcer son rôle et à le renforcer dans le long terme, puisque la Russie avait pour voie d'exportation à destination de l'Union européenne On entend très mal, pardon, on entend très mal, Samy. Je disais, la Turquie, oui, donc ça va s'affirmer à long terme dans le secteur gazier, puisque la Russie avait pour seule voie d'exportation à destination de l'Union européenne les Nord Stream qui ont explosé et qui ne seront pas reconstruits, les voies polonaises et ukrainiennes qui ne seront pas réouvertes avant longtemps, je pense, et notamment donc, à l'issue du contrat de transit en 2024, ce qui fait qu'il ne reste plus que la Turquie comme voie d'exportation à destination de l'Union européenne. En plus d'être la seule voie de transit possible, la Turquie est devenue le principal consommateur de gaz russe depuis que l'Allemagne a perdu cette place puisqu'elle n'importe plus via les Nord Stream. Donc la Turquie a également ce poids en tant que consommateur du point de vue de la Russie. Et pour ce qui est des stratégies de diversification de l'Union européenne, la Norvège ne peut pas envoyer plus de gaz à son maximum. L'Afrique du Nord, pour des raisons démographiques, aura du mal à envoyer plus de gaz, ce qui fait que par pipeline, la seule voie de diversification possible et qui a un potentiel d'augmentation, c'est le corridor sud, passant par la Turquie. Merci. Comment expliquer que la Grèce autorise le transbordement de pétrole russe de navire à navire dans ses eaux territoriales, baie de Kalamata? Comment expliquer que l'Allemagne a augmenté de manière assez importante l'exportation de ses biens à double usage vers les pays d'Asie centrale qui sont destinés à l'industrie de défense russe? C'est une réponse, effectivement. Dispose-t-on de statistiques fiables de la part des autorités turques sur les importations de gaz russe via Blue Stream et Turkish Stream depuis sa mise en activité? Si oui, quels en sont les enseignements tirés? Alors, ils n'ont fait... Enfin, je ne suis pas sûre de comprendre la question. C'est sur la fiabilité des statistiques de la part des autorités turques sur les importations de gaz russe. C'est simple, les statistiques sont fiables. On a les capacités maximales des gazoducs et les gazoducs exportent à leur capacité maximale. D'accord. Okay. Très bien. Quel serait l'impact pour la Russie et la Turquie d'un incident maritime dans le détroit des Dardanelles ou du Bosphore dû aux éléments de vétusté et de non-traçabilité des navires susmentionnés? Donc je pense qu'on parle de cette fameuse flotte fantôme. Alors ce serait une catastrophe, notamment pour la Turquie, parce que Istanbul est donc au croisement de ces détroits est un immense port et depuis maintenant une vingtaine d'années, la Turquie ne voit qu'augmenter le volume de transit par les détroits avec le risque de catastrophe environnementale qui ne fait que grandir, une pollution massive et donc bien évidemment pour la Turquie, notamment d'un point de vue environnemental parce qu'on a une très forte population, une très forte concentration de population qui vit sur cette région, ce serait une catastrophe majeure d'un point de vue environnemental pour la Turquie, mais d'un point de vue géopolitique, pour la Russie, ce serait une très grande difficulté, puisque ça a été évoqué tout à l'heure, les détroits sont l'unique voie de sortie maritime
vers la Méditerranée et donc vers le canal de Suez et donc en partie vers les grandes routes du commerce mondial. Donc ce serait une difficulté très très forte pour la Russie de ne plus avoir accès à cette unique porte de sortie maritime. Quelle est la probabilité d'aboutissement du Transcaspien gazier depuis le Turkménistan? Alors, c'est typiquement ce qu'on appelle un serpent de mer. Donc, c'est un projet dont on entend parler depuis les années 90. Donc, ça fait maintenant plus de 30 ans. Il y a différentes questions qui se posent. Alors, déjà, s'il ne s'est pas réalisé depuis tout ce temps, c'est parce que à la fois la Russie et l'Iran, donc la mer Caspienne est donc une mer fermée où on a 5 acteurs qui l'entourent. Au nord, la Russie et au sud, l'Iran. Donc, ils se sont départagés les frontières maritimes et un pipeline, s'il rejoignait le Turkménistan. Oui, c'est ça. S'il liait le Turkménistan à l'Azerbaïdjan, il passerait nécessairement soit par les eaux territoriales iraniennes, soit par les eaux territoriales russes. Aucun des deux acteurs ne veut voir ce type de projet émerger, car ça permettrait de les contourner un peu plus définitivement. L'autre sujet, c'est que l'Union européenne a donc cet objectif de décarbonation à horizon 2050, et puis il y a la question de l'engagement de la COP 21 à Paris, où l'ensemble des acteurs se sont engagés dans une décarbonation de leur économie. Donc construire une infrastructure qui prendrait énormément, souvent beaucoup de temps et d'argent, pour finalement avoir une baisse de la consommation au bout du pipeline, n'est pas forcément pertinent pour les investisseurs et pour l'ensemble des acteurs. Oui, tout ce qu'a dit Noémie donc, est absolument juste et rend donc peu probable la construction de ce pipeline. Toutefois, j'ajouterais que le lobbying en faveur de sa construction se renforce en ce moment, puisque justement la Russie, quittant le marché européen et opérant son pivot vers l'Est, a la Chine dans le viseur, mais également les pays de transit allant vers la Chine, et donc les pays d'Asie centrale, Kazakhstan, Ouzbékistan. La Russie a conclu un accord gazier, une alliance gazière avec l'Ouzbékistan et le Kazakhstan. Elle souhaite augmenter ses exportations vers la Chine. Tout ça, ce sont donc des débouchés en moins pour le Turkménistan, et à ce moment-là, donc, ce sont les principaux débouchés pour le Turkménistan. Et donc, le Turkménistan, se faisant chasser sur ses propres terres en Asie centrale et en Chine, va n'avoir que pour seule porte de sortie l'Union européenne, d'où l'intensification du lobbying en ce moment. Allez, restons dans les gazoducs. Que pensez-vous tous les deux du projet de gazoduc Afrique-Espagne? Afrique-Espagne, on entend Nigeria via l'Afrique de l'Ouest. Je pense. Alors on a donc deux projets concurrents, l'un partant du Nigeria, Niger, Algérie, et l'autre partant donc du Nigeria et faisant toute la boucle ouest-africaine pour arriver via le Maroc. Pour l'instant, c'est le projet Nigeria jusqu'au Maroc qui semble le plus avancé. Mais ça m'étonnerait qu'il soit conclu, on va dire, d'un coup d'une traite avec tous les tronçons. Je pense qu'on aura plutôt, au fur et à mesure des possibilités économiques de façon bilatérale, des tronçons qui vont se construire entre les différents pays de la région au fur et à mesure, et peut-être qu'on ne verra jamais la fin du gazoduc. Okay. Samy a tout dit. Okay. Le rôle croissant de l'Azerbaïdjan pour l'Europe peut-il modérer ses ambitions agressives éventuelles vis-à-vis de l'Arménie? Non, je pense pas tellement, puisqu'on a vu qu'en plein cœur de l'intensification des violences, on a eu Ursula von der Leyen qui a conclu un protocole d'accord avec l'AIF, et c'est à ce moment-là que l'Union européenne a décidé de vouloir doubler les importations de gaz d'Azerbaïdjan, alors même qu'à ce moment, on avait les informations selon lesquelles l'Azerbaïdjan envoyait 1 milliard de mètres cubes en plus à destination de l'Union européenne et importait 1 milliard de mètres cubes en plus de la Russie sur son territoire pour stabiliser sa consommation propre. Et donc c'est un jeu à somme nulle, parce qu'il
pas de danger de l'Union européenne pour autant. Pour compléter, ce positionnement stratégique que l'Azerbaïdjan est en train d'acquérir avec justement les attentes de la part de l'Union européenne vers une augmentation de ses capacités d'importation du gaz azerbaïdjanais pourrait même le consolider dans justement sa capacité à se positionner en acteur régional relativement agressif, puisqu'il a la confiance de l'Union européenne d'une part. Après, on a vu qu'il y a eu des tensions, notamment avec la France, qui a une communauté arménienne extrêmement forte et pour laquelle c'est un enjeu politique. Excusez-moi, on n'entend plus rien. Je crois que je ne suis pas le seul à plus vous entendre. Pourtant, votre micro n'est pas coupé. Ouais, Tu nous là, entends? c'est mieux. On a perdu les 2 dernières minutes. Toujours pas là, ça a recoupé. Ça marche. Là, c'est pas. Non, toujours pas. Quid, la question c'était Excusez-moi, je sais pas si je suis le seul dans ce cas, mais je vous entends toujours pas, hein. Et à mon avis, enfin là, je vois qu'il y a des questions aussi. Est-ce que là, vous nous entendez? Là, on entend. Enfin, moi, je vous entends. Bon. Écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'il est 15h32, donc on va arrêter le webinaire maintenant et bien évidemment, on pourra répondre à d'autres questions. Donc, on vous remercie infiniment d'avoir assisté à cette présentation du rapport Guerre russo-ukrainienne, la région de la mer Noire au cœur de la reconfiguration des flux énergétiques. Le rapport qui a été rédigé et cartographié par Noémie Rebière, docteur en géopolitique et chercheur associé à l'IRIS, David Amselem, cartographe, docteur en géopolitique et cofondateur du cabinet Cassini Conseil, et de Samir Hamdani, chercheur à l'IRIS, spécialisé en géopolitique de l'énergie et des matières premières. Comme je l'ai annoncé au départ, ce webinaire était enregistré, il sera disponible d'ici une quinzaine de jours et d'ici la semaine prochaine, vous devriez avoir également le rapport en ligne. Merci infiniment et bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Au revoir. Merci.